Bon, ben bonjour, on va commencer. Je vais vous présenter, je vais présenter monsieur Dr. Jacques Tremblay. Il a obtenu un doctorat en neurosciences à l'Université de Californie à San Diego en 1974. Il a été chercheur postdoctoral à l'Université Laval, professeur et directeur du département d'anatomie, excusez-moi. Quand je l'ai répété, je faisais en tout cas, bon, bref. Il est actuellement professeur et titulaire au département de médecine moléculaire. Il a publié plus de 260 articles scientifiques sur les maladies héréditaires. Il a travaillé scientifiquement sur la transplantation de myoblastes en tant que traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne. Au cours des 3 dernières années, il a également travaillé sur la correction des gènes de la technologie CRISPR, K9 pour la dystrophie musculaire de Duchenne, l'ataxie de Friedreich et la maladie d'Alzheimer. Monsieur Tremblay. Merci pour l'invitation. Pour ceux qui ont été aux conférences précédentes, là, ça va être complètement différent comme approche. Chacun d'entre vous, on a notre génome humain. Là. Ça consiste de 3,3 milliards de nucléotides qui viennent de notre père, 3,3 milliards de nucléotides qui viennent de notre mère. Et des maladies héréditaires, ça peut être dû à la délétion de 1 ou des millions de nucléotides. Ça peut être dû à l'insertion de 1 ou plusieurs milliers de nucléotides. Ça peut être parfois dû à le changement d'un seul de ces nucléotides-là dans tous ces milliards de nucléotides qu'on a. La nouvelle technologie CRISPR-Cas9 nous permet d'espérer d'être capable de développer des thérapies pour toutes ces maladies héréditaires-là, mais j'aimerais tout de suite vous mettre que ça prend de la recherche sur chacune des maladies. Ce n'est pas instantané que ça va marcher pour tout le monde. C'est quoi ce fameux système CRISPR-Cas9? C'est que ça utilise 2 composantes. En fait, un ARN guide, qui est cette séquence-là ici. La séquence en noir, c'est une séquence qui est constante, d'environ 42 nucléotides. Et il y a une séquence qui est variable ici, qui est de 20 nucléotides, qui va être complémentaire à la séquence d'ADN qu'on veut cibler. Et cette séquence complémentaire de 20 nucléotides qu'on cible doit être suivie par une séquence qui s'appelle un PAM. En anglais, c'est un Protospacer Adjacent Motif. C'est pour l'enzyme qu'on utilise le plus souvent, qui provient d'une bactérie qui s'appelle Streptococcus pyogenes. La séquence PAM doit être NGG, N étant n'importe quel nucléotide, GG étant 2 guanines de suite. Et une fois donc qu'il y a un complexe de formé entre l'ARN guide et l'ADN, il y a notre nucléase qui s'appelle Cas9, qui est en fait une protéine qui provient des bactéries aussi, qui, elle, va venir faire une coupure dans l'ADN, mais la coupure va se faire exactement à 3 nucléotides du PAM. Alors, vous voyez tout ça que c'est un système très précis. Ça nous permet de cibler dans le génome humain une séquence de 20 nucléotides. Et vous savez, pour chacun des nucléotides, on a 4 choix, A, T, C, G. Mais quand vous en avez 2 de suite, ça vous fait 16 choix. Quand vous en avez 3 de suite, vous êtes rendu à 64 choix. Quand vous avez 20 nucléotides de suite, là, vous avez 4 à la puissance 20. Ça fait un nombre vraiment énorme de possibilités. Et donc, quand on cible une séquence de 20 nucléotides, c'est à peu près unique dans le génome humain, même s'il y a des milliards de nucléotides. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a induit une coupure avec le système CRISPR-Cas9. Et donc, il y a 2 types de réparations qui vont se produire. Un qu'on appelle la fusion non homologue, c'est-à-dire que c'est une réparation spontanée. C'est la cellule elle-même qui a des mécanismes pour réparer l'ADN. Et lors de ces réparations-là, il va y avoir souvent des micro-insertions ou des micro-délétions d'un nombre variable de nucléotides. Et souvent, si ce nombre de nucléotides qu'on enlève ou qu'on insère, ce n'est pas un multiple de 3 nucléotides, ça va changer le cadre de lecture pour produire une protéine et souvent, ça va rendre le cadre de lecture déficient puis la protéine ne sera pas produite. Donc, dans beaucoup d'expériences qui sont faites par les chercheurs, on utilise cette technologie-là pour rendre un gène non fonctionnel et ça leur permet de trouver c'est à quoi la fonction du gène quand il ne fonctionne pas. L'autre façon de réparer un gène, c'est ce qu'on appelle la recombinaison homologue. C'est-à-dire qu'il faut fournir une séquence d'ADN qui contient ici en rouge une séquence qui ressemble à ce qui précédait la coupure et une séquence en jaune qui est identique à ce qui suit la coupure. Et entre ces 2 séquences-là, on peut introduire la séquence en bleu
qui peut être simplement quelques nucléotides qu'on veut introduire, ou un gène au complet qu'on veut introduire à exactement cette position-là. Cette recombinaison homologue, ça marche assez bien dans des cellules en culture, et donc ça peut être une approche thérapeutique pour des maladies héréditaires pour lesquelles on peut corriger des cellules en culture et les remettre aux patients par la suite. Donc, ça peut fonctionner pour des maladies du système hématopoïétique. Par exemple, on peut corriger des cellules souches hématopoïétiques en culture et les remettre aux patients. Dans mon laboratoire, on utilise ça aussi pour corriger justement des gènes dans des myoblastes, qui sont les cellules qui vont former les fibres musculaires. Donc, on peut corriger les myoblastes en culture, puis on peut les remettre aux patients. Mais il y a des tas de maladies héréditaires pour lesquelles ça ne peut pas fonctionner parce que pour l'instant, la correction homologue, recombinaison homologue, bien, ça fonctionne à environ 7 à 8 des gènes qui sont des cellules où leur gène est corrigé. OK? Donc, un des problèmes de la technologie CRISPR-Cas9, c'est ce qu'on appelle des coupures hors cible. Bien que je vous ai dit, c'est assez précis, le système. On cible une séquence de 20 nucléotides. Il peut arriver que dans le génome, il y a une séquence qui a 19 des 20 nucléotides qui sont à peu près la même chose. Qui sont la même chose, il y en a qu'un qui varie. Et donc, ça peut arriver que le système CRISPR-Cas9 va couper ailleurs. Et donc, dans les premiers temps que ça a commencé, bien, les gens ont développé toutes sortes de méthodologies pour essayer d'identifier par ordinateur les séquences qui ressemblent à la séquence de 20 nucléotides qu'on cible. Et par la suite, il y a vraiment des technologies expérimentales. Il y en a une, entre autres, qui s'appelle GuideSeq, qui permet vraiment d'identifier est-ce qu'il y a des coupures ailleurs dans le génome que l'endroit exactement où on veut couper. Parce que ça peut être important, entre autres, si jamais on irait faire une modification dans un gène qui est un oncogène, on ne voudrait pas induire un cancer chez les patients. Mais la technologie est en pleine évolution. Écoutez, cette technologie CRISPR-Cas9, ça a été identifié il y a 5 ans. En dedans de 5 ans, on est rendu à plus de 6000 publications scientifiques sur cette technologie-là. C'est comme ça. C'est une vraie révolution en biologie moléculaire. Donc, dans mon labo, on utilise cette technologie-là pour adresser 3 maladies héréditaires, la dystrophie musculaire de Duchenne, l'ataxie de Friedreich et la maladie d'Alzheimer, pour lesquelles il y a des formes héréditaires de la maladie. En fait, la dystrophie musculaire de Duchenne, bien, c'est une maladie qui est due à des mutations dans un gène qui code pour une protéine qui s'appelle la dystrophine. C'est un très gros gène, 2,4 millions de nucléotides. Ça comprend 79 exons. La partie codante est vraiment juste de 13 000 nucléotides et ça code pour une protéine quand même qui est une des plus grosses qu'on retrouve chez l'humain. La protéine, donc, s'appelle dystrophine, qui a 3600 acides aminés. Il y a comme 2 modifications possibles de ce gène-là. Il y a d'abord les dystrophies musculaires de Duchenne qui sont dues à des mutations dans le gène de la dystrophine qui sont telles qu'il n'y a pas une dystrophine complète qui est produite. Le début de la protéine est produite, mais la fin de la protéine n'est pas produite. Et à ce moment-là, la protéine ne va pas s'intégrer dans le complexe qui est situé sur la membrane des fibres musculaires. Et donc, ces patients-là ont une évolution très sévère de la maladie. Il y a une variante de mutation dans le gène de la dystrophine qui s'appelle la dystrophie musculaire de Becker, où là, il y a une mutation quelque part, mais c'est une délétion. Mais la délétion est telle que les nucléotides codants, c'est un multiple de 3. Donc, on n'a pas changé de cadre de lecture. On a le début de la protéine, on a la fin de la protéine. La protéine va s'attacher à la membrane et va jouer un rôle plus ou moins fonctionnel, dépendant de quelle est la partie qui manque et quelle est la structure de la protéine qui est formée et qui s'attache quand même sous la membrane. Et donc, les patients Becker, bien, il y en a quelques-uns qui vont être en chaise roulante à 11 ans, puis il y en a d'autres qui vont être en chaise roulante à 65 ans. Ça ici, c'est un schéma qui indique justement ces 79 exons qui sont présents dans le gène de la dystrophine. Et vous voyez que parfois, les exons se commencent et se terminent de façon verticale comme ça. Ça veut dire que le premier codon de 3 nucléotides qui va coder pour un acide aminé, il est complet au début. Et le dernier codon, il est complet aussi à la fin. Donc, si on enlève, mettons, l'exon 5 qui est délété chez un patient, il n'y a pas de changement de cadre de lecture et on va avoir un patient Becker. Par contre, quand on fait une délétion, souvent, il y a beaucoup de patients qui ont des délétions dans la séquence 50. Là. Mettons que vous avez un patient qui a une délétion de l'exon 50. Vous voyez que cet exon-là se termine comme ça. Ça veut dire que là, il y a le premier nucléotide d'un codon qui est là, mais les 2 nucléotides pour compléter ce codon-là, ils sont dans l'exon 51 qui suit.
Alors, quand on fait une délétion de l'exon 50, cet exon-là n'est pas un multiple de 3 nucléotides. Il y a changement de carte de lecture. On ne va pas produire une protéine complète parce que souvent, quand on a un changement de carte de lecture, on va rencontrer un codon stop un peu plus loin, puis la protéine s'arrête là. OK. Donc, ici, on a un sujet normal en haut. Vous voyez que tous les exons sont là. On a la dystrophine qui est localisée par immunofluorescence sous la membrane des fibres musculaires qu'on voit ici en transverse. Et par contre, ici, on a un patient Duchenne, justement, qui a une délétion de l'exon 50. Il y a un changement de carte de lecture et à cause de ça, il n'y a pas de dystrophine qui est faite. Et quand il n'y a pas de dystrophine qui est située sous la membrane des fibres musculaires, bien, les fibres musculaires, la membrane s'endommage plus facilement durant la contraction. Ce qui fait qu'il y a pénétration de calcium, hypercontraction de la fibre musculaire. Il y a une partie de la fibre musculaire qui se nécrose. Et heureusement, on peut réparer cette fibre musculaire-là par des cellules satellites qui prolifèrent, qui deviennent des myoblastes, qui se fusionnent à la membrane des fibres musculaires endommagées, qui vont la réparer. Mais comme les patients Duchenne n'ont pas de dystrophine, leurs fibres musculaires passent leur temps à se briser. Nous autres aussi, quand on fait trop d'exercices, nos fibres musculaires se brisent. Mais eux, ça se brise beaucoup plus souvent. Et éventuellement, les cellules satellites qui doivent se proliférer pour donner naissance aux myoblastes, ils deviennent sénescents. Ils ne sont plus capables de se diviser, ils n'ont fait trop dans leur vie. Ils sont capables de faire à peu près 40 à 45 divisions. Passer ça, ils ne sont plus capables. Et à partir de ce moment-là, les fibres musculaires ne sont pas réparées, sont remplacées progressivement par du gras du tissu conjonctif et ça fait des muscles plus faibles. Alors donc, on retrouve ici cette fameuse dystrophine en bleu. Et vous voyez que c'est une protéine quand même assez complexe. Il y a ici, de 1 à 24, c'est des répétitions de type spectrine qui font partie de la protéine. Donc, vous voyez qu'à un bout, la protéine s'attache à l'actine et à l'autre bout, elle s'attache à des protéines qui sont dans la membrane. Puis après ça, ces protéines-là qui sont dans la membrane s'attachent à des protéines dans l'extracellulaire. Alors, chacune des répétitions de type spectrine, en fait, c'est faite de 3 hélices alpha, A, B et C. Et vous remarquez que normalement, l'hélice alpha commence d'un côté, l'hélice C se termine de l'autre bord. Alors, normalement, on a une succession de ABC, ABC, ABC. Il y en a 24 comme ça. Le problème avec ça, c'est que les patients, 70% des patients Duchenne, leur maladie, c'est qu'ils ont une délétion de 1 ou plusieurs exons. Ça change le cadre de lecture. Pour les patients Becker, bien, encore là, c'est que souvent, il y a une délétion de 1 ou plusieurs exons, mais il n'y a pas de changement de cadre de lecture. La difficulté, c'est que le début et la fin des répétitions de type spectrine qui sont indiquées par les flèches noires ici, vous voyez que ça ne correspond pas avec le début et la fin des exons. Donc, dans plusieurs approches thérapeutiques, il y a des gens, comme le saut d'exon, qui est en essai clinique, il y a des gens qui essaient de rétablir le cadre de lecture en enlevant un exon supplémentaire pour rétablir le cadre de lecture. Par exemple, si vous avez un patient qui a une délétion de l'exon 50, si vous faites sauter l'exon... Si vous faites sauter l'exon 51 avec le saut d'exon, vous allez rétablir 49 qui va être connecté avec 52. Rétablissez le cadre de lecture, mais par contre, la protéine qui va être produite n'a pas une structure idéale et va fonctionner plus ou moins bien, donnant un patient Becker plus ou moins sévère. Et si vous avez un patient Duchenne que vous traitez puis que vous le changez d'un phénotype Duchenne à un phénotype Becker sévère, l'amélioration fonctionnelle ne sera pas très, très, très bonne. Alors, entre autres, ici, justement, on a les illustres des patients de type Becker pour lesquels la mutation, ici, vous voyez que c'est une délétion des exons 45 à 47, et ici, c'est une délétion des exons 45 à 49. Il n'y a pas de changement de cadre de lecture, mais par contre, la protéine qui est produite, elle a une structure anormale. Il n'y a pas une bonne jonction entre les hélices A, B, C. Souvent, tu vas avoir le début d'un hélice A connecté avec un hélice C ou des choses comme ça. Ça ne donne pas une bonne structure à la protéine, puis elle ne fonctionne pas bien. Il faut considérer finalement que cette protéine dystrophine-là, c'est un peu comme un grand élastique. Alors, elle peut s'étirer, se rapetisser contre la membrane, contre la fibre musculaire, se rapetisse, etc. Et quand il y a des kinks dans l'élastique, bien, ça fonctionne moins bien. Alors, dans mon laboratoire, on a d'abord commencé à travailler avec un patient, avec des cellules d'un patient, des myoblastes d'un patient, qui avait une délétion des exons 51, 52 et 53. Vous voyez que l'exon 50 était connecté directement avec l'exon 54. Il y a un changement de cadre de lecture, donc on va rencontrer un codon stop dans l'exon 54. La protéine complète n'est pas faite.
Alors, on a utilisé le système CRISPR-Cas9 pour aller couper à l'intérieur de l'exon 50 et aller couper à l'intérieur de l'exon 54. Mais il y a quand même beaucoup d'endroits où on peut couper suivant l'ARN guide qu'on va utiliser qui cible une séquence de 20 nucléotides. Il y a certains endroits où on va couper, que quand on va réparer, ça ne rétablit pas le cadre de lecture. Ce n'est pas bon pour nous autres. D'autres endroits où on va couper, on va former un exon hybride 50-54, mais la structure de la protéine n'est pas idéale. Alors donc, on a fait pas mal d'études pour essayer de trouver quels sont les endroits où on va couper avec une paire d'ARN guide, de sorte que non seulement on rétablit le cadre de lecture, mais on fait une protéine qui a une bonne structure. Alors, c'est justement le cas ici. Vous voyez que dans cette étude-là, on avait utilisé un ARN guide qui ciblait dans une séquence qui code pour l'hélice C, dans l'exon 50, et un autre ARN guide qui coupe aussi dans l'hélice C, mais dans la partie qui est codée par l'exon 54, c'est un autre hélice C. Et donc, à ce moment-là, on se trouve à former un spectrin-like repeat, une répétition de type spectrine qui est hybride. Et vous voyez qu'on a d'abord un début d'hélice C. Oups! Voyons, ça va-tu dans la bonne direction? OK. On a un début d'hélice C qui est codé par l'exon 50, qui est en bleu foncé ici, et la fin de l'hélice C qui est codée par l'exon 54, mais la structure de la protéine est correcte. Et ça, c'était fait par des gens qui sont des informaticiens qui font des simulations des structures des protéines et que d'après leur simulation, la structure de la protéine devrait être comme ça. Alors, en fait, ce qu'on a vérifié par la suite, c'est que notre patient qui n'est pas traité, lorsqu'on prend ces myoblastes, on peut les faire fusionner en culture, faire des petites fibres musculaires qui, normalement, expriment de la dystrophine. C'est le cas ici pour des myoblastes qui proviennent d'un sujet sain. Par contre, le patient qui est atteint de dystrophie musculaire de Duchenne ne va pas produire de dystrophine complète, on ne la détecte pas. Et le patient qu'on a traité avec notre système d'aller couper avec 2 ARN guides, pour faire une protéine hybride, bien, vous voyez que dans les 2 cas ici, on a rétablissement de l'expression de la dystrophine. C'est une protéine qui est un petit peu plus petite parce que déjà dans le patient, il manquait les exons 51, 52, 53. On a enlevé des bouts de plus de l'exon 50, 54. La protéine est un peu plus petite, ce qui fait qu'elle migre plus loin qu'une protéine normale. Après ça, on a fait des expériences dans une souris qui, au départ, était une souris HDMD. C'est une souris qui contient le gène de la dystrophine humaine, pas le gène de la dystrophine de souris. On a rendu le gène de dystrophine de souris non fonctionnel. Et dans cette souris-là, il y a un gène humain avec tous les introns et les introns, tous les exons qui sont là, les 79 exons, tout le gène est humain au complet. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord injecté dans les muscles de ces souris-là les séquences, les gènes qui codent pour Cas9, et des séquences qui vont coder pour les ARN guides qui ciblent l'exon 50 et 54. Et on avait aussi un autre plasmide qui codait pour une protéine fluorescente verte. Une fois qu'on injecte ça dans un muscle de souris, on peut passer des courants électriques, on appelle ça faire de l'électroporation, on passe des chocs électriques de part et d'autre du muscle. Ça fait des petits trous dans les membranes des fibres musculaires. Les plasmides peuvent pénétrer dans les fibres musculaires. Et un mois plus tard, on va chercher une biopsie de ce muscle-là. Premièrement, ce qu'on constate, c'est que le muscle, il va avoir de la fluorescence verte parce que le plasmide qui codait pour la fluorescent green protein est rentré, puis la protéine s'exprime. Donc, on dit, OK, ça a marché, les plasmides sont rentrés. Et par la suite, ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de détecter notre exon hybride ici, qui est l'exon, oups, on cherche la flèche, tu vois. C'est l'exon 50-54 qu'on détecte ici lorsqu'on a fait le traitement du muscle. Et vous voyez lorsqu'on ne fait pas le traitement du muscle, on ne détecte pas cet exon hybride-là, 50-54, parce qu'en fait, quand on fait des coupures dans l'exon 50-54, entre les deux, on enlève 460 000 nucléotides. On a connecté nos 2 morceaux comme ça. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette bande-là qui représente l'exon hybride, c'est de l'ADN, on peut isoler ça, on peut le faire séquencer, et on s'aperçoit qu'en effet, en bleu, on a une séquence de l'exon 50, suivie exactement au point de jonction par un nouveau codon qui code pour une nouvelle acide aminé, mais ça, on l'avait prédit, parce que nos ARN guides coupaient après un nucléotide qui constituait un codon, puis avant 2 nucléotides qui constituaient un autre codon dans l'exon 50. Donc, au point de jonction, on crée
un nouveau codon pour une nouvelle acide aminé. Mais ce qui est en mauve par après, c'est la séquence normale des acides aminés codés par l'exon 54. Donc, ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'avec la technologie CRISPR-Cas9, on coupe à 2 endroits, on connecte nos 2 morceaux comme ça, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a obtenu des milliers de séquences de ces 2 morceaux qui sont connectés comme ça. Je peux vous dire, dans 70 % des cas, c'est exactement ce qu'on avait prédit au nucléotide près. Parfois, il va y avoir 1 ou 2 nucléotides d'insérer, ça ne marche pas, mais dans 70 % c'est exactement ce qu'on voulait faire. Donc, le problème qu'on avait, c'est au tout début qu'on a commencé ces expériences-là, on utilisait un gène qui provient d'une bactérie qui s'appelle Streptococcus pyogène. Ce gène-là est relativement gros et on avait de la difficulté à vouloir livrer ça avec un virus et des adeno-associated virus. On peut livrer avec ce genre de virus-là environ 4900 nucléotides. Ce gène-là, avec les séquences qui codent pour 2 ARN guides, ça ne pouvait pas rentrer dans un seul virus. Donc, heureusement, la technologie évolue rapidement et il y a des gens qui ont trouvé dans un autre genre de bactéries, Streptococcus aureus, ils ont trouvé une enzyme Cas9 qui est plus petite. Elle fait juste 4200 nucléotides de longueur, donc elle est plus petite. Et donc, on a commencé à travailler avec cette enzyme-là qui est plus petite. Et là, on a décidé de travailler non plus sur des cellules d'un patient qu'on avait sous la main quand on a commencé, mais avec... on a essayé de faire un exon hybride maintenant 47-58. Pourquoi? Parce que environ 70 % des patients ils ont une mutation entre ces 2 exons-là. Et si on réussit à faire l'exon hybride 47-58, ça serait un traitement pour tous ces patients-là. Que ce soit une délétion qu'ils ont là, ou une duplication, ou un changement d'un seul nucléotide entre 47 et 58, ça va marcher, on va réussir à faire l'exon hybride, puis on résout leurs problèmes. Alors donc, on a fait la même genre de stratégie. On a essayé d'identifier des ARN guides qui coupaient dans 47 et des ARN guides qui coupaient dans 58. Et finalement, dans ce cas-ci, nos ARN guides vont couper dans les 2 cas dans l'hélice B. Ici, on coupe dans l'hélice B pour l'exon 47, on coupe dans l'hélice B codé par l'exon 58. On fait un exon, on fait un spectrin-like repeat qui est hybride. En fait, c'est l'hélice B qui est hybride ici. Le début est encodé par l'exon 47, la fin est encodée par l'exon 58. L'autre paire fait à peu près la même chose, mais le point de jonction est à la fin de l'hélice B. Alors, cette stratégie-là, on l'a essayée sur des myoblastes, des cellules qui proviennent de 3 différents patients du chêne. Un des patients avait une délétion des exons 49-50, l'autre avait une délétion des exons 51-53, l'autre avait une délétion des exons 51-56. Et dans les 3 cas, on a réussi à former en culture notre exon hybride et on a détecté la protéine dystrophine qui est tronquée. Donc, ça va bien, ça marche pour ces 3-là. Après ça, on a essayé de faire la même chose, mais dans les souris vivantes. On a donc injecté aux souris des vecteurs viraux qui codent pour la protéine SA-Cas9, qui codent pour 2 ARN guides. Et par la suite, on a été détecté, dans le cœur de ces souris-là, on a été détecté la formation de l'exon hybride. On l'a détecté dans le cœur, on l'a détecté dans le diaphragme, on l'a détecté dans le tibialis. Bref, comme dans ce cas-ci, il s'agit d'une injection systémique. On prend notre virus, notre adeno-associated virus qui code pour SA-Cas9, les 2 ARN guides, on injecte ça tout simplement dans le sang des souris. Ce virus-là va aller infecter le cœur, va aller infecter tous les muscles striés et va, en principe, corriger le gène dans ces cellules-là, et c'est une correction qui est permanente. Une fois qu'on a fait une correction du gène, c'est permanent pour la durée de vie de la souris et on l'espère pour la durée de vie du patient. Oups, là, le computer ne veut pas changer. Voilà. Oups, ça a marché. Hein? OK. Notre première souris qu'on employait, qui était une souris HDMD, contenait le gène de la dystrophine humaine au complet. Donc, elle produisait de la dystrophine humaine. Et par la suite, heureusement, il y a des chercheurs en Europe qui m'ont fourni une nouvelle souris qu'ils venaient de développer, qu'ils ont appelée HDMD Delta 52. Cette souris-là a tout le gène de la dystrophine humaine, sauf une délétion de l'exon 52. Et vous voyez qu'à ce moment-là, ça produit un changement de cadre de lecture lorsque 51 est connecté avec 53.
Cette souris-là ne produit donc pas de dystrophine humaine complète. Déjà, elle ne produisait pas de dystrophine de souris. Donc maintenant, on a une souris dystrophique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a, encore une fois, injecté ces souris dystrophiques-là maintenant avec un AAV qui code pour SOC-Cas9, qui code les 2 ARN guides. Et de fait, vous voyez que dans le cœur de ces souris-là, normalement, les cardiomyocytes, vous voyez ici, on a la situation contrôle lorsque ce n'est pas traité. Ça, c'est des cardiomyocytes dans une souris normale. Il y a plein de dystrophine. C'est la souris non traitée. Et lorsqu'on la traite, vous voyez qu'on a plein de cardiomyocytes qui expriment de la dystrophine humaine. Et donc, c'est le genre de travaux qu'on poursuit actuellement. Et notre solution à long terme pour les patients du chêne, ça serait de les injecter avec un adeno-associated virus qui code pour SOC-Cas9, qui code pour 2 ARN guides. Le seul problème qu'on a actuellement, c'est pour passer des essais cliniques, faire produire des AAV dans conditions de bonne pratique de fabrication, de sorte qu'on peut les injecter à des humains. Il faut compter un budget d'à peu près 3 millions de dollars pour faire produire les vecteurs viraux, plus 1 million de dollars pour faire l'essai clinique lui-même. J'avais fait une demande à Génome Canada, mais malheureusement, je ne l'ai pas eu. Donc, vous voyez que je suis encore quêteux. Il faut trouver de l'argent pour faire ça. On travaille aussi sur une autre maladie héréditaire qui s'appelle l'ataxie de Friedreich. C'est une maladie neurologique et cardiaque, des problèmes de coordination, des réflexes sont diminués. Il y a une atrophie musculaire, une hypertrophie cardiaque et l'espérance de vie est réduite à 35 à 50 ans. Cette maladie-là, c'est un peu bizarre au hasard parce que c'est une mutation qui n'est pas dans une partie qui code pour une protéine. La mutation est dans une partie qui ne code pas pour une protéine. C'est une série de nucléotides qui ne vont pas coder pour des acides aminés. C'est ce qu'on appelle un intron. Donc, alors, dans ce gène-là, dans l'intron 1, chacun d'entre nous, on a une répétition de 3 nucléotides, GAA. Et on a à peu près une trentaine de ces répétitions-là, GAA, GAA, GAA. Chez les patients, le nombre de répétitions GAA augmente de 60 et certains en ont jusqu'à 1000. Plus cette répétition GAA est longue, moins on produit d'ARN messager codant pour la frataxine, moins il y a de protéines frataxine de produites. Et cette protéine-là, bien qu'elle est faite dans le cytoplasme, va éventuellement s'en aller dans les mitochondries, jouer un rôle dans l'oxydation dans les mitochondries. Et lorsqu'elle est absente, bien, il y a des stress oxydatifs, les cellules meurent. Lorsque c'est des cellules cardiaques et des neurones qui meurent, ne sont pas remplacés. Donc, progressivement, on développe des symptômes neuronaux et des symptômes cardiaques. Alors, comme on est simple d'esprit, on s'est dit, regarde, on va faire la même affaire, on va utiliser nos 2 ciseaux, on va couper le morceau qui est trop, puis là, mon ordinateur est parti en folie, là, il trouve que je ne parle pas assez vite. Donc, l'idée, c'est de couper avec le système CRISPR-Cas9 dans l'intron pour enlever cette répétition qui est anormale et qui nous cause des problèmes. Alors, donc, c'est ce qu'on a imaginé. Et jusqu'à présent, les expériences ont été faites dans des cellules de patients Friedreich en culture. On a aussi un modèle animal qui s'appelle la YG8SR. C'est une souris modèle de ça. Et dans les deux, dans les cellules de patients et dans les séries modèles, ça a l'air à marcher. On est capable d'enlever le morceau et ça augmente l'expression de frataxine. Oups. Alors, donc, on poursuit pour l'instant ce genre de projet de recherche-là avec une subvention de Taxi Canada. Écoutez, ça marche bien aussi. On pourrait s'en aller vers un essai clinique. Le problème, c'est toujours les millions pour faire les vecteurs viraux. Finalement, on travaille sur une troisième maladie qui est la dystrophie musculaire de Duchenne. Et je vais vous dire, bien franchement, au début, je me suis dit, excusez, sur la maladie d'Alzheimer, trop de maladies. Pour la maladie d'Alzheimer, je me suis dit, garde, au lieu d'être une maladie rare, là, je vais travailler sur une maladie abondante. Je vais en avoir de l'argent, là. Mais c'est dur d'obtenir de l'argent aussi, même pour la maladie d'Alzheimer. Alors, dans la maladie d'Alzheimer, le problème, c'est un métabolisme anormal d'une protéine transmembranaire. C'est une protéine qui est dans la membrane des neurones, qui s'appelle l'amyloid precursor protein, ou APP. C'est cette protéine-là, donc, qui est transmembranaire. Normalement, cette protéine-là, elle est dégradée d'abord par une coupure par un enzyme qui s'appelle l'alpha-sécrétase, et après ça, elle est coupée par la gamma-sécrétase, et ça produit des morceaux qui ne sont pas embêtants. Mais par contre, cette protéine-là peut être d'abord coupée par la bêta-sécrétase, suivie par une coupure par la gamma-sécrétase, et ça produit des peptides qui ont de 40 à 42 acides aminés de longueur.
Et ces peptides-là s'agrègent les uns aux autres et ça fait ce qu'on appelle des amyloïdes body ou des corps amyloïdes, je pense, en français. Et ça s'accumule dans le cerveau, entre les neurones. Ça empêche une transmission synaptique normale. Ça fait en sorte qu'éventuellement, les neurones meurent, puis on a des problèmes de mémoire à cause de ça. Et on a tous des problèmes juste à cause de ces peptides de 40 à 42 acides aminés de longueur. Vous voyez ici, ça, c'est la partie transmembranaire de cette protéine-là. C'est la séquence des acides aminés de cette partie transmembranaire-là. Et tous les endroits où il y a des étoiles, c'est parce que cet acide aminé-là a été muté, changé pour un autre acide aminé, et ces mutations-là donnent lieu à des formes héréditaires de la maladie d'Alzheimer. Il y a des gens qui commencent à être Alzheimer à l'âge de 35-40 ans à cause de ce genre de mutation-là. Et c'est d'abord ces patients-là qu'on va cibler dans nos études parce que c'est une forme héréditaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des auteurs en Islande qui se sont aperçus que si l'alanine ici, qui est en position 673 de la protéine, lorsque c'est changé pour une valine, vous êtes Alzheimer à l'âge de 40 ans. Si par contre, vous changez cette alanine-là pour une tréonine, vous n'êtes pas Alzheimer même à 95, 100 ou 105 ans. Ça prouve qu'on n'est pas obligé d'être Alzheimer en vieillissant, là. C'est juste que c'est une maladie héréditaire. La plupart d'entre nous, malheureusement, on a une alanine à cette position-là qui n'est pas la meilleure acide aminé possible. Et on commence à accumuler de ces peptides qui dans notre cerveau, là, à 35-40 ans, je dois en avoir une coupe d'accumulés déjà, là, qui commence à s'accumuler et qui fait que progressivement, plus on vieillit, plus on développe la maladie d'Alzheimer. Mais si on avait tous une tréonine dans cette position-là, on pourrait probablement espérer se rendre à 100 ans sans être Alzheimer. Alors donc, notre hypothèse de travail, c'est qu'on travaille à introduire cette mutation A673T dans des cellules normales au début. Alors, vous voyez ici que cette alanine en position 673, elle est codée par l'exon 16. Je pense qu'il y a un déplacement des chiffres ici. Et encore une fois, on cible ça avec notre ARN guide, mais cette fois-ci, on sert de la technologie Homology Directed Repair. On fournit un ADN qui est donneur, où on a changé la séquence, le codon qui codait pour l'alanine, on l'a changé pour un codon qui code pour la tréonine. Et on a fait aussi plusieurs petites autres mutations dans l'exon en question pour être bien capable de démontrer que c'est nous qui avons fait la mutation, ce n'est pas arrivé au hasard. Donc, on coupe avec un ARN guide dans l'exon 16, l'ADN donneur s'incorpore à la fin, et on a maintenant un nouveau gène qui code pour une tréonine en position 673. Et la bonne nouvelle, c'est que oui, ça marche. On est capable d'amplifier les cellules, d'amplifier l'exon 16. On le séquence, ça c'est la séquence wild type. Et vous voyez que par la suite ici, ce codon-là est changé, code maintenant pour la tréonine au lieu de coder pour l'alanine. Plusieurs autres nucléotides sont changés, mais c'est ce qu'on appelle des mutations silencieuses, c'est-à-dire qu'il y a un nucléotide de changé, mais c'est le même acide aminé qui est produit, et donc ça ne change rien dans la protéine qui en résulte. La bonne nouvelle, c'est comme je l'ai dit tantôt, la technologie CRISPR-Cas9, c'est quelque chose qui évolue à pleine vitesse. Et maintenant, il y a des gens qui ont fait des modifications de la technologie CRISPR-Cas9 qui permettent de changer un seul nucléotide dans le génome sans induire de coupure dans le génome. Donc, c'est ce qu'on illustre par ce petit cartoon-là. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est d'utiliser la séquence du gène qui code pour la Cas9. Ils ont en fait une Cas9 nicase. Ça coupe juste un des deux brins d'ADN plutôt que de couper les deux brins d'ADN. Ils ont fusionné avec ça la séquence qui code pour un enzyme, la cytidine déaminase, et un autre enzyme ici, l'uracil DNA glycosylase inhibitor. Ces gens-là travaillaient pas mal pour faire tout ça, et ça fait un nouvel enzyme qui a comme caractéristique de s'attacher à un endroit précis dans le génome pour changer une cytidine en une thymine. Ça change un C en T, sans rien changer d'autre. Il y a aussi des gens qui ont fait une autre modification du système CRISPR-Cas9 où ils sont capables de changer une adénosine en guanine, et il y a des gens qui travaillent à changer les autres. Ça, c'est pour le faire au niveau de l'ARN plutôt que de le faire au niveau de l'ADN. Et dans les mutations héréditaires, je l'ai mentionné tantôt, il y a à peu près 7000 maladies héréditaires, là. Et grâce au séquençage qu'on fait maintenant, on peut séquencer un génome humain, là, 3 milliards de nucléotides, on séquence ça en 2 jours maintenant, ça coûte alentour de 1000 $.
on a identifié grâce à ça 7000 maladies héréditaires et beaucoup de ces maladies héréditaires-là sont dues au changement d'un seul nucléotide. Et avec la technologie qui permet de changer un nucléotide, soit de changer un A en G ou de changer un C en T, on serait capable de corriger 62% des mutations d'un seul nucléotide qui sont responsables de nombreuses maladies héréditaires. Alors, donc, ce système CRISPR-Cas9 est en pleine évolution. Ça permet aussi d'aller changer les marqueurs épigénomiques alentour des gènes, etc., etc. Alors, donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'ouvrages à faire, il y a beaucoup d'espoir, mais pour chacune des maladies, ça prend une équipe qui travaille à c'est quoi exactement la mutation responsable de cette maladie-là, c'est comment on peut corriger la mutation en question et avoir un modèle animal ou des cellules humaines pour montrer que ça fonctionne. Et malheureusement, je pense que le goulot d'étranglement, c'est le passage aux essais cliniques qui coûte une fortune. Merci. OK. J'aimerais savoir s'il y a une volonté politique d'avancer vers les essais pour les patients. Malheureusement, non. Là, la réponse claire, c'est non. En fait, avec un groupe de chercheurs de Montréal, on a approché le ministère de l'Éducation, de la Science et de l'Innovation. L'économie, science et innovation, ils appellent ça le Messie, là, mais c'est loin d'être le Messie. On les a approchés pendant 2 ans pour les convaincre de mettre 12 millions de dollars pour développer à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont la capacité de faire des vecteurs viraux dans des conditions qui vont nous permettre de faire des essais cliniques. En fait, il y a déjà à Montréal, à l'Institut de biotechnologie, qui fait partie du Conseil national de recherche, ils ont développé la capacité de produire des virus dans des bioréacteurs de 500 litres. Mais eux, ils ne produisent pas dans des conditions qu'on peut injecter ça à des humains. On était prêts à transférer cette technologie-là à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ils ont des salles blanches. Le projet pourrait coûter 12 millions. On a fait faire un plan d'affaires qui nous a coûté une couple de milliers de dollars pour faire le plan d'affaires parce que quand on rencontrait les hauts fonctionnaires, ils nous disaient « ça nous prend un plan d'affaires ». On les a rencontrés à plusieurs reprises et après 2 ans d'intervention, je peux vous dire que c'est zéro que ce qu'on a eu d'investissement du gouvernement pour l'instant. Et pourtant, au Québec, on a de nombreuses maladies héréditaires, surtout dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et c'est dû au nombre limité d'ancêtres qui sont venus au Canada. Donc, on est tous porteurs de gènes récessifs. Et on risque tous de transmettre à nos enfants des maladies héréditaires quand on marie quelqu'un d'autre qui a le même gène récessif. Donc, on a rencontré les fonctionnaires, on a même rencontré le ministre de la Santé, et jusqu'à présent, c'est zéro. Moi, j'ai une question. Je vais juste poursuivre. Mais ça serait quoi? C'est quoi qui les amènerait à vouloir déboucher des fonds pour ça? Eux autres, c'est toujours l'aspect économique, c'est-à-dire que ça nous prend 1 ou 2 compagnies qui vont payer la moitié du budget. OK. Là, ils seraient partants. Oui, c'est ça. Trouve une compagnie qui va investir 6 millions. Nous autres, on va commencer à dialoguer. Là. Ils en ont peut-être pour 1 an et demi à dialoguer avant qu'ils se décident de mettre l'argent. Mais c'est ça qui nous bloque. Là. Et le problème qu'on a, c'est qu'aux États-Unis, j'ai des concurrents qui travaillent sur la dystrophie musculaire de Duchenne, qui font des choses très similaires à ce qu'on fait. Ils ont démarré une compagnie, ils ont levé 12 millions de dollars. La compagnie qui possède la technologie CRISPR-Cas9 est à Boston. Ils ont levé 112 millions de dollars. Et en fait, après que je n'ai pas eu mes millions de dollars de Génome Canada, là, une de mes assistantes de recherche a appliqué à CRISPR-Cas9, à CRISPR Therapeutics. Elle a obtenu un job comme ça. Elle a été faire une conférence. Le lendemain, ils l'ont appelé, on dit « Tu as un job, tu t'en viens, tu commences avec nous autres le 26 mars. » Donc, on est en train de perdre nos bons assistants de recherche, on est en train de perdre notre monde. Parce qu'au Canada, il n'y a pas suffisamment de capitaux de risque pour investir dans ce genre d'affaires-là. C'est bon pour les Américains, mais ce n'est pas bon pour les Canadiens. Nous autres, on va acheter ce qui va se faire ailleurs, plutôt que de le développer ici, créer des jobs au Canada. Moi, j'ai une question un petit peu plus précise. Mon conjoint est atteint d'ataxie de Friedreich, mais lui, il n'a pas de trouble cardiaque. À ce moment-là, est-ce que vous pensez que ça va être le même traitement? Oui, je pense que ça va être le même traitement parce que à peu près 99% des gens atteints d'ataxie de Friedreich, leur problème, c'est cette répétition de trinucléotides dans l'intron 1. Et donc, ça va être le même traitement, même s'il n'y a pas d'atteinte cardiaque. Il y a des fois il y a d'autres gènes qui influencent la sévérité de la maladie, puis on ne comprend pas toujours pourquoi, même si c'est la même mutation, les phénotypes sont plus ou moins sévères d'un patient à un autre, mais on pense que ça serait le même traitement.
Puis le fait qu'il a dépassé ses 50 ans, pour vous, c'est significatif? Non. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. C'est sûr que souvent, les patients qui ont des handicaps, quand je donne des conférences aux patients qui ont l'ataxie de Friedreich, si quelqu'un sa maladie est assez avancée, qu'il est en chaise roulante, s'il me demande s'il va être capable de marcher, j'ai des grosses hésitations. Là. Souvent, s'il est rendu en chaise roulante à cause de sa maladie, c'est qu'il y a des neurones qui contrôlent la motricité qui sont morts. Et mon traitement va faire en sorte que les neurones qui restent vont fonctionner, mais je ne ferai pas des nouveaux neurones. Et donc, je ne rétablirai pas possiblement la marche ou tu sais. Alors, c'est la même chose que la dystrophie musculaire de Duchenne. Plus la maladie est avancée, plus ça va être difficile à traiter. Idéalement, là, je pense qu'avec le genre de technologie qu'on est en train de développer, là, de nos jours, on est capable d'identifier une maladie héréditaire dès qu'un enfant est né. On est capable de séquencer le génome humain là, dans le temps de le dire. On peut dire, regarde, tu as telle mutation, on va te la corriger, mon homme, avant que tu vieillisses, puis tu n'auras jamais la maladie. C'est ça qui est l'objectif à long terme de ce genre de technologie-là. Les autres, les ont perdus, vont rester perdus. Mais ils ne vont pas... Ce qu'on espère, c'est pour ceux qui sont... La maladie est assez avancée, bien, on espère ralentir la progression ou arrêter la progression de la maladie. OK. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'avais une question un petit peu plus sur le CRISPR-Cas9. Puis s'il y avait eu des effets secondaires à date dans les souris ou dans les essais cliniques, je veux dire avec des virus qui sont insérés pour avoir une réponse immunitaire au virus, des choses du genre. Donc, si vous pourriez élaborer un peu là-dessus, merci. C'est ça. En fait, quand tu injectes un virus comme un adeno-associated virus, tu peux l'injecter à un patient une fois. Après ça, il va avoir développé des anticorps contre ce virus-là. Si tu l'injectes une deuxième fois, ça ne marchera pas, il va avoir une réponse immune. Il y a aussi une réponse immune possible envers la protéine Cas9 aussi, qui est une protéine étrangère. Mais encore là, il y a toutes sortes de systèmes qu'on peut développer, qu'on a développés même dans mon laboratoire, pour faire en sorte que la protéine n'est exprimée que durant une très courte période de temps. La protéine Cas9, là, elle a juste besoin d'être exprimée pendant quelques heures. Et déjà, tu as fait la modification dans le génome. Après ça, ce n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée. Et donc, même s'il y aurait une réponse immune contre Cas9, ça ne sera pas important, elle ne sera plus là. Donc, tout est possible. C'est vraiment une technologie fantastique. Ça évolue à vitesse grand V. Ce qui manque au Canada, c'est des sous pour faire la recherche. Sinon, il va falloir qu'on migre aux États-Unis. Petite question. Y a-t-il un impact clinique de savoir le nombre de répétitions sur ce traitement-là? Parce qu'actuellement, quand on fait le diagnostic, souvent le diagnostic, mais on n'a pas de nombre de répétitions. Donc, savoir le nombre de répétitions, en serait pas vraiment... En fait, oui, ça a une influence. C'est que les gens qui ont moins de répétitions, ils ont une maladie moins sévère. Parce que quand ils ont moins de répétitions, ils produisent plus d'ARN messager, ils produisent plus de protéines et les symptômes sont moins sévères. Et à ce moment-là, la maladie va devenir apparente à 20 ans, 25 ans. Mais dans un point de vue thérapeutique, ça va-tu avoir une influence? Pour moi, c'est la même chose. Je coupe aux mêmes places. Donc, il n'y a pas un gain de redemander dans un point de vue que peut-être qu'une médication s'en vient de retester les patients pour savoir le nombre de répétitions? Non, ça ne donne rien pour l'instant, surtout que de toute façon, on n'a pas les millions pour faire le traitement. Là. Pardon, est-ce que vous pensez que cette technologie-là, CRISPR, pourrait s'appliquer à la Charcot-Marie-Tooth? Bien, il y a M. Bordelot qui m'a envoyé un courriel ce matin. J'ai eu le temps de télécharger l'article dont vous me parliez. Je l'ai lu en diagonale. Ça a l'air intéressant. Oui, c'est encore là. La plupart des mutations dans cette maladie-là, attendez, j'ai une petite feuille ici, là. Ils ont une isoleucine qui est transformée en thréonine à la position 41 de la protéine. Ce que j'ai checké déjà ce matin, c'est que pour corriger cette maladie-là, il faudrait qu'on change une cytosine en thymine et ça ferait en sorte qu'on retournerait à avoir une isoleucine dans cette position-là au lieu d'avoir une thréonine. Donc, en principe, ça peut marcher. Ça peut marcher pour un tas de maladies. Le problème, c'est d'avoir des sous pour travailler dessus. J'avais une question ici. Je me demandais, là, vous avez présenté des corrections sur des délétions relativement courtes. Est-ce qu'il y a un potentiel avec le CRISPR-Cas9 pour des délétions longues? Là, Oui. En fait, c'est sûr que dans le gène de la dystrophie de Duchenne, un patient qui y manquerait une cinquantaine d'exons, probablement qu'on ne réussirait pas à faire une protéine fonctionnelle. Il y a d'autres approches qui sont des gens qui veulent livrer avec un AAV
ils veulent livrer un gène de la microdystrophine. Justement, ils ont le début de la protéine et la fin de la protéine. Et dans les modèles animaux, entre autres dans les chiens dystrophiques, ça fonctionne. Il y a des essais cliniques qui commencent là-dessus. Donc, c'est une alternative. Je dirais qu'au point de vue de thérapie génique, actuellement, là, la limite, c'est les folies qu'on peut imaginer. C'est assez fantastique. Moi, c'est pour ça que je ne prends pas ma retraite. Trop de fun à l'ouvrage. Merci, Dr. Tremblay. Oups.